La réalisation de l'espace de restitution était une gageure. C'était d'abord une opération tout à fait unique. Jamais dans l'histoire, nous n'avions imaginé de réaliser la reconstitution quasi à l'identique d'une cavité à caractère pariétal, peinte. Et donc, à partir de là, il fallait trouver les entreprises qui correspondent à notre demande, celle du maître d'ouvrage, et en même temps coordonner les nombreuses entreprises qui ont travaillé à l'intérieur de cette cavité. Vinci est arrivé avec des spécialistes, des sculpteurs, des peintres, des hommes et des femmes qui, chacun dans leur spécialité, étaient en capacité de présenter un travail tout à fait pertinent en matière artistique, mais aussi avec une forte valeur ajoutée scientifique. C'était aussi la demande du maître d'ouvrage que j'étais à l'époque. Il s'agissait de reproduire le plus fidèlement possible une merveille de l'art pariétal, une merveille de la nature en même temps. C'est une forme qui échappe à toute rationalité, c'est une espèce de patatoïde quelconque. Comment reproduire ça? Voilà. Et hop, on a commencé à accrocher à ce sujet passionnant. Et c'était passionnant simplement parce que ça n'avait jamais été fait. Et ça semblait un petit peu impossible, quoi. On disait, mais comment on va faire? Comment on va faire des profils, des trucs? C'était d'une infinie complexité. On dit, oh là là, mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Et ce dont je suis le plus fier, c'est de se dire que dans cette entreprise, on peut rêver qu'on va être capable de faire un projet, se lancer dedans, avec la certitude que collectivement, on va trouver la méthode, qu'on va y arriver. Dans la grotte Chauvet, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas faire des calques, on ne peut pas faire des photos, on ne peut pas mesurer. Donc le seul outil qui nous a permis de travailler, c'est vraiment le scan de cette grotte. Au tout départ du projet, donc on est rentré dans ce bâtiment vide. Alors, pas complètement vide, il y avait quand même une charpente qui le recouvrait, et donc on est rentré dans cette grande salle. Et on a reçu, de la part du client, en fait, un maillage 3D qui correspond donc à la réplique qu'on avait à réaliser et qu'on avait à incorporer dans cette salle. Donc il est composé de parois verticales, de pendants, de cheminées, de plein de choses complètement tordues, donc impossible de ramener ça sur des plans. Voilà, donc ce maillage, on l'a découpé en 3 types de zones, en fait. Toutes les parties qui allaient être suspendues, donc qu'on appelle les plafonds. Les parties qui allaient être posées au sol, donc les sols, et les parties verticales, les murs. Alors en bleu, attention, ce qui est en bleu ici, ce sont les zones que nous, on doit laisser vides au niveau du béton projeté parce qu'on va venir incorporer des panneaux pariétaux. Ensuite, on a décidé très vite, pour que ce soit à taille raisonnable et qu'on puisse le fabriquer, de ramener ça sur un maillage. Et on a retenu en fait des blocs de 1,50 m par 3 m. Pour pouvoir fabriquer le support de cette surface qui était vraiment... c'était la nature, quoi. Donc c'était une surface qui ressemblait à rien du tout. On a choisi quand même donc de la ramener dans des plans, dans plusieurs directions. Les X, les Y et puis les Z, comme des lignes de niveau. Voilà, là on a juste une boîte à l'écran. 3 m par 1,50 m. On retrouve les suspentes du haut, le palonnier métallique, en vert les câbles qui permettent de tenir la cage métallique. La cage métallique, c'est les traits bleu clair, là. Bleu clair et rose. Hein. L'enjeu de ce chantier, c'était de récupérer cette 3D qui est vraiment virtuelle, qui est dans les ordinateurs, la faire ressortir de ces ordinateurs pour la faire rentrer sur le chantier et la mettre à disposition de tous les niveaux, aussi bien de l'encadrement que des compagnons qui réalisent l'ouvrage. L'innovation, ça a été essentiellement de pouvoir, en appuyant sur un bouton, dessiner n'importe quel palonnier automatiquement. Tous les sommets des triangles qui constituent le modèle 3D complexe, on l'a rentré dans Excel, qui permettent de gérer une grande quantité de nombres. On a rentré toute la définition des palonniers, leur position X, Y et Z, leur largeur, leur hauteur, le type de palonnier. Et ensuite, on a créé l'algorithme qui permet de générer automatiquement le fichier de fabrication et les éléments à projeter. Et sur un autre fichier, on crée des petites présentations comme ça, avec en rose, là, l'acier à façonner. Et c'est cette image-là qu'on projette à l'échelle 1 sur des tables perforées qui permettent aux compagnons de façonner les aciers les uns après les autres. Quand on a fini le tour de la barre, on met une étiquette et on suit le mode d'emploi comme une espèce de Lego technique géant. On prend les références et dans l'ordre, on assemble. Et l'opérateur, il n'a plus qu'à être rigoureux dans l'assemblage, dans le soudage de sa cage. Sa cage, elle a une référence, elle va à tel endroit, elle se suspend sur tel profilé avec telle tige filetée. Et, miracle, une fois qu'on a suspendu les cages au plafond, la cage d'après se conjugue avec la précédente, etc. On a la forme de la grotte qui se dessine. Il y a eu 40 versions du programme, donc forcément, au fur et à mesure, on a vu ce qu'on pouvait faire. On a fait le maximum de détails pour pouvoir arriver
à minimiser les coûts forcément de fabrication, éviter de commander trop d'acier d'un certain diamètre alors qu'on n'en a pas besoin, et puis minimiser les chutes. On a optimisé au maximum les données à partir du modèle 3D et de l'algorithme qui générait les données nécessaires. Une fois que l'ouvrage est créé en volume, il suffit de projeter du béton sur une épaisseur assez faible, qui est de l'ordre de 6 à 8 cm. Ce béton est ensuite sculpté pour reproduire tous les aspects géologiques de la roche. La 3D a été vraiment initiée au départ pour la réalisation de l'ouvrage à proprement dit, mais ça a été vraiment un outil très important pour pouvoir réfléchir au phasage, pour réfléchir aux moyens d'accès, étant donné qu'une fois que les sols sont réalisés, on coupe l'accès à tout moyen de levage mécanique, par exemple. Donc c'était vraiment une réflexion de fond qui n'a pu se faire que grâce à la visualisation 3D de l'ouvrage. On a quand même réalisé un gigantesque puzzle, parce qu'on a travaillé dans différents ateliers, à Paris pour Phénomène, pour les spéléothèmes, à Montignac et à Toulouse pour les panneaux pariétaux, sans oublier Cosima d'Asplay pour les ossements. Il fallait déjà comprendre les besoins de chacun. Un panneau pariétal de 80 mètres carrés avec des formes aléatoires, ça se déplace pas comme ça se positionne pas comme ça dans la coque. Et après, en termes de raccord couleur, il faut quand même bien dialoguer. Raccord sculpture, raccord forme géologique, ça c'est très important pour que ce soit naturel. La coordination de cet ensemble était quand même assez complexe, quoi. On vient d'univers et de structures différentes, donc on avait chacun de notre côté une espèce de petite peur et d'appréhension à l'idée de travailler avec des grosses entreprises du BTP. Et je pense qu'en face, il y avait aussi la même appréhension. Et puis finalement, chacun a fait un pas vers l'autre. Et du coup, on a réussi à bosser ensemble et je pense qu'on a quand même sacrément bien bossé ensemble. Ces peintures-là n'existent pas sans tout le reste. Ces peintures, elles sont faites sur un support qui a été recréé entièrement. Il faut que ce soit crédible avec les textures, les couleurs et tout ça. Mais ces panneaux-là n'existent pas non plus sans le volume en béton qui est autour et qui est immense et qui est extraordinairement bien fait. Et aussi sans toutes les spéléothèmes, toutes ces calcites, toutes ces parties brillantes, translucides. Voilà, c'est un ensemble, quoi. Et indissociable. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Donc globalement, une organisation de chantier, une réalisation de chantier qui était à la hauteur de l'histoire qu'on racontait avec notre ingénierie numérique. Et ça, c'est fondamental dans la crédibilité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste une entreprise d'ingénierie. Nous sommes un groupe qui conçoit, qui dessine, qui construit. C'est quand même pas très souvent qu'on se dit, tiens, si c'était à refaire, je referais exactement pareil, mais je sais pas bien ce qu'on changerait là-dedans, quoi, si c'était à refaire. Je sais pas bien ce qu'on changerait. Et puis l'équipe, toute l'équipe a été extraordinaire. Les artistes, nos ingénieurs, nos ouvriers. Ce chantier, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une performance artistique, technique, technologique et humaine aussi. Il y a cette dimension-là, parce que c'est vraiment un travail collectif. Moi, avoir bossé sur un chantier comme ça, avec CBR et avec Vinci, avoir pu bosser comme ça, je suis ravie. Parce que c'est un gros chantier. On a fait un peu sauter les a priori qu'on pouvait avoir. On a rencontré des individualités qu'on n'attendait pas à cet endroit-là. Enfin, c'est inoubliable. La réalisation de la caverne du Pont d'Arc, c'est une première mondiale. Il ne s'était jamais réalisé dans le monde de reproduction de grottes, de reproduction pariétale à cette échelle-là, de cette taille-là. Je crois que c'est ça qui a galvanisé tout le monde et qui a conduit tout le monde à donner le meilleur de lui-même. On a pu avoir un chantier relativement exemplaire, quoi. Et un chantier, on est rentré dans un planning dont rien ne disait au départ qu'on pouvait rentrer dedans, puisqu'il échappait à toute rationalité. Et on est rentré aussi à peu près dans des budgets, quoi. Voilà. Tenir les délais, tenir les budgets et enfin tenir la qualité. La qualité, celle qui permet aujourd'hui à ces 300 000 visiteurs d'être satisfaits du travail qui a été fait. Et donc nous y sommes arrivés, le travail est là et nous en sommes tous satisfaits. Aujourd'hui, je me dis que tout est faisable, quoi. Vu qu'on a réussi à faire la grotte Chauvet, je me dis que tout est faisable. Si on sait faire des choses aussi extraordinaires avec autant de précision, on doit savoir, en transposant le même type de méthode sur des ouvrages beaucoup plus courants, changer complètement la manière de penser le travail et passer directement du modèle numérique à la projection de la réalisation. Et finalement, zapper la phase implantation. Donc finalement,
Cette aventure extraordinaire, dont on pourrait se dire, ouais, mais à quoi bon? C'est pas notre cœur de métier. Mais si, ça alimente la réflexion et l'excellence sur nos cœurs de métier. On entend le mot BIM de plus en plus, hein, Building Information Modeling. Donc l'utilisation de la 3D pour modéliser les bâtiments et puis aussi pour le modéliser de façon intelligente et pendant toute sa durée de vie. Et donc les projets vont de plus en plus et puis dans quelques années même systématiquement être modélisés en 3D. Donc on va être amené à utiliser directement cette 3D pour donner les informations sur le terrain. Et c'est sûr que le développement va dans ce sens-là.